s'était livré dessus à des statistiques en corrélant ces chiffres-là au nombre supposé d'observations rapprochées. Plus exactement, il avait fait des probabilités. Et il était tombé sur un résultat étonnant. Il avait dit, mais si on suit les strictes lois du hasard, retenez bien ce terme, hasard, parce qu'il va jouer un rôle de plus en plus important maintenant, on devrait avoir des photos de près, de loin, sous toutes les coutures, et des films aussi à ne plus savoir qu'en faire. Or, on n'a rien, ou quasiment rien. Donc il y a un problème quelque part. Il avait vu ça. J'ai dans la poche, ouais. Qu'est-ce qu'on devrait dire aujourd'hui? Tout le monde a ce petit joujou dans son sac, dans sa poche. Bon, celui-là, il date un peu, d'accord. Mais c'est pas des centaines de photos qu'on devrait avoir. C'est des milliers de photos et de films. Or, à part les innombrables faux qui circulent sur Internet, qui est vraiment la boîte de Pandore dans ce domaine, on n'a toujours rien ou pas grand-chose. À la même époque, un des proches de d'Aimé Michel, qui s'appelait Bertrand Méheust, docteur en philosophie, docteur en sociologie, je vous ai dit, il y avait des pointures à l'époque, hein, avait analysé les rencontres rapprochées, cas par cas. Il était arrivé à la même conclusion, mais d'une manière un peu différente. Il avait isolé une structure dans ces manifestations, deux bornes très importantes. La première borne, c'était l'ostentation. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, on pensait qu'on circulait sur la route, et puis que de nuit, et puis que par hasard, il y avait un ovni qui était posé là sur le bord de la route, vous passiez devant, vous accélérez, vous filez, et vous dites merci mon Dieu, je m'en suis sorti. Et voilà. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ostentation systématique du phénomène. Si un truc pareil vous arrive, n'imaginez pas une seconde que c'est le fait du hasard. Le phénomène contrôle parfaitement l'environnement spatio-temporel, il sait ce qui va se passer, et vous tombez dans quelque chose qui vous enlève votre libre arbitre, quelque part. Et à l'autre extrémité du spectre, ce qu'il appelle l'Elvisness, la fuite intégrale jamais mise en défaut. C'est le cadre élusif. Là aussi, le hasard, le fameux hasard, voudrait que de temps en temps, il y ait un grain de sable dans la mécanique. Que le paysan qui tire, parce que ça arrive, hein, que le paysan qui tire finisse par toucher, qu'une voiture de flic débarque de manière impromptue, sirène hurlante, un peu comme dans une série B américaine. Ça n'arrive jamais. Donc, Méheust a été le premier à poser le constat. Il a dit, mais on est face à un phénomène qui semble être acausal, avec le A privatif grec devant, qui est non causal. Ce qui, pour un scientifique orthodoxe, est une véritable monstruosité. Hein. Ça ne peut pas exister. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Méheust a dit, de mémoire, hein, dans son livre, tout se passe comme si ce phénomène connaissait dans la trame causale à l'avance les trous d'impunité et s'en servait. Sacrée définition. Et j'ai eu la chance, il y a pas mal d'années déjà, c'est la fin? J'arrive presque à la fin, bon, on va faire vite. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune physicien, qui est à Paris maintenant, et qui était quelqu'un d'extrêmement brillant et d'extrêmement ouvert. Je lui en ai parlé, il m'a dit, écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Un phénomène matériel ne peut pas investir un environnement ici planétaire sur une telle fréquence pendant 70 ans sans avoir une action beaucoup plus forte sur la causalité et surtout sans être atteint lui-même en retour par la causalité. De temps en temps, effectivement, il devrait y avoir un grain de sable. S'il n'y en a pas, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Ou ça n'existe pas, et un scientifique orthodoxe te dira toujours au nom du principe d'économie que c'est ça. Ou alors, ce phénomène n'est pas matériel, au sens où on l'entend, et il déploie une physique qui ne permet pas qu'il en soit autrement. Une définition qui est très 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 importante. Il y a sur le net une interview d'Alain Connes, le plus grand mathématicien français, prix Nobel. Hein. Dure pas longtemps, c'est facile, vous pouvez la trouver très facilement. Ça dure 3 minutes. Qu'est-ce que dit Alain Connes? Que nous, l'homme de la rue, c'est-à-dire nous, mais une grosse partie du monde scientifique, hein,
fonctionne sur un modèle de représentation de la réalité et de l'univers qui n'appartient pas au XXe siècle, qui appartient au XIXe siècle. En plein positivisme et en plein matérialisme absolu. Il suffit de lire le magnifique livre qu'a écrit l'année dernière Jean Bouchard d'Orval, un physicien français qui est philosophe aussi, L'impensable réalité, et qui vous dit la même chose. Il vous dit, mais le XXe siècle, il fait une synthèse magnifique d'Einstein à Bohr et à Heisenberg. Il dit, mais le XXe siècle a passé son temps à prouver que ce modèle était faux et que c'était le contraire qui était vrai. Que disait le modèle du XIXe? Que l'univers, l'espace, la réalité est composé d'objets matériels sans aucun lien les uns avec les autres. Le XXe siècle a montré que c'était faux, c'était tout le contraire. Malgré nos apparences et malgré notre bon sens, rien n'est matériel et surtout, tout est lié. Et j'observe que depuis une vingtaine d'années, on commence à parler d'une physique de l'information, on commence à parler du vecteur de la conscience dans des théories physiques émergentes, ce qui doit peut-être vous dire quelque chose par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est à un tel point que l'optique générale, qui était purement matérialiste au début du XXe siècle, est en train de changer. Il y a un curseur qui est en train de se déplacer, qui est l'œuvre des physiciens d'ailleurs. Beaucoup de physiciens en viennent à promouvoir des théories différentes que l'on regroupe généralement sous le nom d'idéalisme, ce qui est une très vieille philosophie, existante aussi bien en Asie qu'en Europe d'ailleurs. Et le curseur est en train de se déplacer. À quelle vitesse il se déplace, je ne peux pas vous le dire. C'est un débat interne à la science, c'est impossible à savoir. Quand est-ce qu'il va atteindre le bout, je ne peux pas vous le dire non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand il sera arrivé à son terme, il va falloir un peu s'accrocher tous, parce que la nouvelle vision de l'univers qui va surgir de là sera sûrement bouleversante, et la révolution copernicienne et galiléenne, ce sera rien du tout à côté. Ça, c'est sûr. Alors, des amis me demandent souvent, je vais conclure avec ça rapidement, des amis me demandent souvent, mais Eric, vu ce que tu nous expliques, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est comme des enfants en train de jouer au pâté de sable dans la cour de récréation face à quelque chose qui nous dépasse entièrement. Alors, je réponds en brodant la métaphore, je ne peux pas faire autrement. Je dis, il faut tenir solidement les deux bouts de la corde. À la base, l'ufologie, c'est l'information. Il faut absolument accélérer et soigner le côté qualitatif de cette information. Au milieu, il ne faut pas perdre de vue les anomalies et les caractéristiques. Est-ce qu'on a là-dedans un indice, un début d'indice qui pourrait expliquer ça? Oui, ça existe, il y en a un. Je vous ai parlé des anomalies tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux effet dose. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est qu'un effet dose. Vous circulez sur la route avec votre famille, une route très très animée avec des camions, et puis tout d'un coup la route se vide. Un silence de mort s'installe, et puis vous avez de drôles d'impressions. La voiture tombe en panne très souvent, vous garez sur le bas-côté, et puis vous avez un phénomène ovni qui arrive. Ça dure 3 minutes, et puis tout revient à la normale, progressivement. Il arrive même d'ailleurs que la voiture redémarre toute seule, sans que vous ayez fait quoi que ce soit, que vous n'ayez pas redémarré, et vous reprenez le contact, enfin le volant comme vous pouvez. Il arrive même, c'est la seule fois où le hasard joue pour nous, que de temps en temps les témoins savaient quelle heure il était avant. Ils avaient regardé leur montre, et puis ils s'aperçoivent, quand ils arrivent à destination, qu'on est 1h30 plus loin. Autrement dit, l'effet dose, qui est une appellation, une invention de l'ufologue britannique Jenny Randles, devrait être appelé par son vrai nom une déformation temporelle. Et nous avons probablement là un des secrets liés aux manifestations ovni. Je termine avec mon histoire de corde. À l'autre extrémité, en haut de la corde, il est impératif, à mon sens, de suivre, de regarder, de surveiller de très près l'émergence des théories en physique fondamentale. Pourquoi? Mais c'est évident pourquoi. Parce que c'est de là que la révolution va venir. C'est de là que va jaillir un cadre explicatif qui s'intéressera absolument pas aux ovnis ou à tout ça, mais
sur lequel, qui pourra enfin coiffer, descendre et coiffer tout ça, et donc faire monter la pertinence de la grille d'interprétation. Voilà la raison pour laquelle je vais vous demander d'accorder une attention particulière à ce que va vous dire après moi Philippe Guillemot. Ce n'est pas tous les jours qu'un physicien ose braver les interdits orthodoxes, disons, et explore les confins du paradigme. Il le fait toujours en courant de grands risques, notamment sur sa crédibilité, mais parfois même sur sa carrière. Ce n'est pas tous les jours non plus qu'un physicien s'intéresse à ces problèmes, vient ici et vous dit ben, moi voilà ce que j'en pense, voilà l'éclairage que je peux apporter là-dessus. Pour toutes ces raisons, accordez-lui votre attention. Il me reste à vous remercier de m'avoir écouté. J'ai abrégé très vite le temps, on est pressé par le temps. Je pourrais faire 3 heures et vous expliquer des choses, mais voilà. Donc je vais le plus vite possible. Merci à tous. Merci.